Avant que nous n'entendions parler longuement Annette Becker, je voulais présenter Anoush Kunt, plus jeune chercheuse encore. Nous allons nous inscrire pendant cette discussion en croisant le parcours de deux messagers du désastre, le Polonais catholique Jan Karski, le Polonais juif ou le juif polonais Raphaël Lemkin, que vous connaissez déjà l'un et l'autre, mais que vous allez connaître davantage en détail. Nous allons nous inscrire dans un temps long, volontairement long. Annette Becker parle de guerre de 30 ans. Vous voyez à quel conflit européen elle fait allusion. Nous allons parler du temps des génocides, et pas d'un seul génocide. Le mot génocide, vous le savez, a été forgé en 1943 par Raphaël Lemkin, lequel s'intéressait dès sa jeunesse, d'étudiant en droit, à la question arménienne. Donc nous allons aller du moment arménien au moment juif, au moment du Rwanda aussi, peut-être. Il apparaît dans la conclusion du livre, et c'est là d'ailleurs, je crois, qu'Anoush Kunt et Annette Becker ont fait connaissance. Anoush Kunt qui a publié, elle aussi, un livre récemment chez Belin qui s'appelle « L'exil arménien ». Alors quand je vous dis Anoush Kunt, temps long, temps des génocides, c'est celui dans lequel vous inscrivez délibérément votre recherche. Oui, absolument. Merci. Oui, bonjour à tous et merci. En effet, donc moi je travaille sur le temps long et en particulier le temps des trajectoires familiales avant même un génocide et après, voilà, comment ce temps se dilate à travers les destins familiaux. Mais c'est vrai que nous nous sommes rencontrés avec Annette Becker lors d'un voyage en 2016, effectué un séjour d'études au Rwanda. Nous étions un petit groupe donc emmenés sur le terrain rwandais par Hélène Dumas, ici présente. Et je revois précisément Annette Becker avec son appareil photo. Donc c'est sur le terrain rwandais que nous avons croisé un certain nombre de nos interrogations et de nos objets communs. Et si vous me permettez, Vous parliez d'appareil photo. Ben oui, je parlais d'appareil photo. Qui se présentait souvent comme une caméra. Et je revois Annette donc, au Rwanda, qui la plupart du temps était donc l'œil rivé sur son objectif et qui enregistrait tout ce qu'elle pouvait d'images, notamment pour ses étudiants. Et quand vous ouvrez cet ouvrage, dès l'introduction, elle cite Charles Péguy, et notamment Charles Péguy disant « Il faut toujours voir ce que l'on voit ». Et à mon avis, elle a une des clés de l'ouvrage. Et en lisant ces mots, je ne pouvais moi-même m'empêcher de revoir Annette. Et je pense que c'est véritablement une incarnation aussi de son travail, de ton travail. Annette derrière l'objectif, voyant tout ce qu'il est possible de voir pour transmettre, parce que je crois que véritablement pour elle, voir, c'est savoir. Et on verra à l'examen du livre d'Annette Becker que le témoin caméra peut devenir aussi un témoin moral. Mais j'aimerais que vous nous expliquiez un autre aspect de votre recherche qu'on va, je pense, retrouver dans notre discussion. Vous dites il faut être à hauteur de famille. Arthur Koestler disait que c'est à partir des petites poches de réalité qu'on peut concevoir ce qui autrement n'est qu'abstrait. Oui, il parle aussi du détail, et c'est vrai qu'à travers les familles, à travers donc la micro-histoire, à travers l'attention aux détails, c'est une manière effectivement d'essayer de renouveler un peu l'historiographie sur les génocides. Et je retrouve tout à fait cette démarche dans cet ouvrage où on suit la trajectoire familiale de Lemkin pas à pas. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, par le parcours de Lemkin. Et puis on le croisera régulièrement avec celui de Karski. Lemkin qui appartient à une région géographique changeante, qu'il faut peut-être présenter. Lemkin qui va avoir le souci d'ailleurs, quand il fera des recherches de plus en plus amples, du destin de sa famille proche.
Oui, je crois que c'est ce que vient de dire Anouche est très important. Quand on pense au génocide au singulier des Juifs et au génocide au pluriel, on voit des normes collectives. Et je crois que pour faire de l'histoire, il faut se rapprocher de chacun des individus. Et donc j'ai décidé de suivre des individus qui avaient vu, comme le disait Anouche. Alors, est-ce qu'ils ont tout vu? Est-ce qu'ils ont bien compris ce qu'ils ont vu? Je n'en suis pas totalement sûre, mais en tout cas, ils ont vu. Et mon travail d'historienne, c'était de me mettre dans leurs pas et de vraiment saisir archive après archive, archive écriture, archive photographie, archive objet, arriver à être le plus proche d'eux possible pour me rapprocher du collectif génocide. Et nous sommes en 1921, à Lvov, Lviv. Nous sommes en 21, à Lviv, Lvov, Lemberg, enfin c'est une ville au nom changeant aussi. Ville au nom changeant, et le nom changeant est bien le symbole extrême du changement de Lemkin aussi, puisque cette ville est allemande, cette ville est polonaise, cette ville est ukrainienne. Alors au moment où il arrive pour y faire ses études, ce qui était parfaitement classique pour un jeune juif qui a été élevé de façon non religieuse, mais traditionnelle quand même. C'est-à-dire que dans son village, son shtetl d'origine, qui s'appelle Volkovitch, eh bien, il va au Heder, il sait parfaitement l'hébreu, il parle le yiddish, mais il est d'une famille qui tient aussi à une culture polonaise. Et donc, il va finalement décider de faire des études supérieures. Dans un premier temps, il veut faire des études de linguistique. Et c'est intéressant, on verra pourquoi, évidemment, ce barbarisme qui est le mot génocide. Et puis, finalement, il se décide pour le droit. Et donc, il arrive à Lvov au moment où se trouve, en 1920, au moment où il se passe un certain nombre de choses. L'université se remet en place, grande université, et en même temps, il y a encore, ou déjà, des pogroms épouvantables. Et le mélange des deux est je crois, extrêmement intéressant. 1921, donc un an après son arrivée, voici qu'un assassinat a lieu à Berlin, qui est important, vous connaissez très bien, Anouche, qui va passionner le jeune Lemkin. Alors, la scène se passe effectivement dans les rues de Berlin en mars 1921. L'ancien premier pacha, l'ancien premier ministre du gouvernement jeune turc est assassiné. Donc Talat Pacha est assassiné donc en pleine rue par un jeune rescapé et orphelin du génocide, Sogomon Telirian, qui donc est arrêté au vu de tout le monde, commet ce crime et est arrêté, se laisse arrêter, et c'est bien dans l'intention d'être jugé par donc, la cour d'assises de Berlin qu'il commet ce crime à une époque 1921 où on parle de moins en moins de ce qui est arrivé aux Arméniens durant la Première Guerre mondiale, pour des questions de réel politique. Et donc c'est une sorte d'acte de terrorisme, on va dire plus tard publicitaire, mais pour remettre en selle la question de l'extermination des Arméniens, qu'il se fait arrêter dans l'espoir que ce procès advienne. Et c'est ce procès que Lemkin va suivre très attentivement lorsqu'il se déroule jusqu'en juin 1921. Et un dialogue a lieu avec un de ses professeurs, dont d'aucuns disent que c'était peut-être un professeur d'origine juive. Le professeur comprend que l'assassin soit amené au jugement. Lemkin est choqué. Conteste. Oui, tu veux peut-être. Oui, je vais peut-être reprendre, bien qu'il s'agisse d'Arméniens. Lemkin est choqué, et l'on voit là
comment on devient Lemkin. En fait, au départ, le livre devait s'appeler « Devenir Lemkin, devenir Karski ». Et c'est finalement simplement le titre d'un des chapitres. Mais on voit que l'on devient parce qu'on advient. Et c'est très clair. Pourquoi, alors que tout le monde trouve absolument normal qu'un assassin soit jugé, il dit, eh bien non, c'est pas normal. C'est pas normal parce que on lui a tué sa mère. On lui a tué sa mère dans une extermination épouvantable. Tout le monde sait qu'on a tué les Arméniens, mais on ne fait rien. Et lui, il a fait quelque chose. On juge un assassin, un individu, et on n'est pas capable de juger tous les individus qui ont organisé l'assassinat de sa mère. Et donc on voit bien là qu'il a compris très très tôt le rapport entre l'individu et le groupe. Qu'un groupe ciblé, eh bien, quelque part, n'a pas le droit de se défendre. Ça, il est trop juriste pour le dire. N'a pas le droit de chercher vengeance, mais a le droit d'être protégé par une loi. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, semble-t-il, qu'il a changé d'orientation. Il était encore linguiste et il va devenir juriste. Alors, il va devenir juriste, et un juriste d'une certaine importance qui, avant que les mesures antisémites des années 30 en Pologne ne jouent, atteint un poste de substitut de procureur, de procureur. Et il appartient à cette grande réflexion qui a eu lieu dans l'entre-deux-guerres sur la réélaboration du droit international qui avait été esquissé avant la Grande Guerre et qui avait été évidemment abandonné pendant la Grande Guerre. D'une certaine manière, c'est un homme qui est dans l'orbite de la Société des Nations. Tout à fait. C'est un homme de la Société des Nations. Ou plus exactement, c'est un homme que la Société des Nations, et c'est tout à son honneur, on la critique toujours sur tout, la Société des Nations a su repérer des gens qui réfléchissaient pour un monde nouveau. Malheureusement, la Société des Nations, elle a eu très peu d'années devant elle. Elle a eu à peine une vingtaine d'années. Et puis la défection américaine dès le début. Donc c'est très peu de temps, mais quand même suffisamment de temps. Et je m'en suis aperçue, parce que je n'étais pas du tout spécialiste de cela, en travaillant sur Lemkin, que les travaux faits dans toutes sortes de commissions qui pourraient avoir l'air de commissions un peu ridicules sur le côté ont été absolument centrales, au contraire, pour que ces intellectuels, qui soient des diplomates, qui soient des juristes, essayent enfin de mettre une carte de l'Europe et une carte du monde, parce qu'il y a déjà toute une réflexion sur la fin des colonies tout à fait intéressante. Et Lemkin est pris là-dedans. À la date de 1933, il était temps, en effet, le temps allait manquer bientôt. Une contribution importante de sa part que vous êtes peut-être la première à repérer comme telle. Oui, peut-être pas la première, mais quasi la première, parce que par le hasard de la vie de Lemkin, qu'on verra par la suite, Lemkin a donc pu arriver aux États-Unis en 1941, ce qui est un exploit en soi. Et les spécialistes de Lemkin sont pratiquement tous américains, et ils connaissent les archives américaines, et ils ne sont pas venus dans les archives françaises. Et c'est à Paris, chez Pédone, qu'il a publié sa contribution au Congrès international de 1933, qui a eu lieu à Madrid sans lui. Parce que 1933, c'était à peu près 6 mois après la venue d'Hitler au pouvoir, et le gouvernement polonais, voulant donner des gages à l'Allemagne, a commencé à retirer ses diplomates juifs des instances de la Société des Nations. Et donc, Lemkin n'a pas pu s'y rendre. Mais il a publié son texte. Et son texte était une commande qu'il avait commencé auparavant sur les actes de terrorisme. Et le mot terrorisme, évidemment, aujourd'hui, prend une autre inflexion. Mais à l'époque, il s'agissait d'actes comme, par exemple, des déraillements de trains, ou d'assassinats plus ou moins ciblés. Et lui, il revient
à son idée du groupe. C'est toujours quelqu'un qui voit les choses par le collectif. Et il voit deux formes de collectifs qui peuvent être mis en danger. Ceux qu'ils appellent les collectifs culturels. Et il commence par cela, d'ailleurs, dans la première version, c'est-à-dire ce qu'il appelle l'acte de vandalisme. C'est celui qui met à mal une bibliothèque, une église, une synagogue, etc. Et l'acte de barbarie, c'est celui qui met à mal le membre d'un groupe parce qu'il appartient à ce groupe. Il pense, par exemple, évidemment, à ce moment-là, au pogrom, par exemple. Et d'ailleurs, il cite les pogroms. Tuer des juifs parce qu'ils sont juifs, dans un pogrom, il appelle cela un acte de barbarie. Donc on voit bien qu'entre le vandalisme et la barbarie, dès 1933, il est sur la route de ce que nous connaissons si bien comme le mot génocide et comme le concept de génocide. Mais il a été mis à l'écart. Son avance, mais il a été mis totalement à l'écart, et y compris par lui-même d'ailleurs. C'est un homme bizarre, il faut bien le dire, et vous le verrez en lisant le livre. Il a des aspects très sympathiques, il a des aspects aussi bizarres. Quelquefois, il a une obsession pour ce qu'il est en train de faire, et puis ça s'arrête. Par exemple, il a une obsession pour retrouver sa famille, et quand il a l'occasion de retrouver son frère, finalement, il ne le retrouve pas. Et ça, c'est des choses qui lui arrive tout le temps. Et en même temps, il a été victime en 1933 de ne pas pouvoir s'exprimer devant cette commission de juristes. D'un autre côté, dès 1934, il fait autre chose. Il entre dans le privé, il réussit. Il réussit très très bien. Il a un bel appartement, une maison de campagne. Un bon bourgeois de Varsovie. Il offre une maison à son frère. Alors, son frère dont vous parlez vient maintenant, 1939. Il va y avoir une zone annexée par les nazis, il va y avoir un gouvernement général, il va y avoir une zone annexée par les soviétiques. Lui tente, parce qu'il a la prescience évidemment depuis longtemps de ce qui va se passer, de s'échapper, et il rend une dernière visite qui a certainement beaucoup intéressé Anouche, puisqu'il faut se placer à hauteur de famille. Il rend une dernière visite à son frère, qui est en zone soviétique, que lui-même cherche à utiliser pour aller plus loin. C'est très important de bien comprendre ce tournant de 39-40, parce que c'est le tournant, évidemment, de la guerre. La Pologne est vaincue immédiatement, mais la Pologne est occupée. Et l'idée d'occupation, c'est quelque chose de très important. Elle est occupée à l'ouest par les nazis, mais elle est occupée à l'est par les soviétiques. Et se pose là, immédiatement, pour Lemkin, que faire? Moi, je suis à l'ouest, il est à Varsovie, et il décide. Il comprend très bien, et je pense que c'est son expérience des Arméniens, non pas arménienne, qui lui fait penser que les Juifs ne vont pas s'en tirer comme ça. Alors, on ne peut pas lui donner plus de prescience que cela, encore que il a, dans son parcours à travers la Pologne, puis la Lettonie, puis la Suède, à travers 40 et le début 41, des phrases qui sont bien datées de cette époque, où il se rend compte que quelque chose est déjà en train de se passer. Et là, il mêle de nouveau l'intellectuel qui réfléchit et la famille. Et il veut absolument retourner dans son shtetl d'origine, donc Volkovitch, qui se trouve dans la zone occupée par les soviétiques, pour dire au revoir à ses parents, à son frère, et aussi pour espérer les emmener avec lui. Or, ils refusent tous. Les uns, et je pense à un épisode qui est très émouvant, il rencontre un boulanger extrêmement observant, et qui, au nom du judaïsme, au nom de sa foi, dit: les Juifs sont un peuple éternel, il ne peut rien nous arriver. On a déjà eu la Première Guerre mondiale, on sait, c'est très dur, mais les Juifs seront toujours là. Et puis, dans sa famille, on lui dit: eh bien, nous, on n'aime pas les communistes, mais
pour le moment, ils ne font pas de mal. Et donc, on n'a pas de raison de partir. En fait, son frère, était assez sioniste et il aurait voulu peut-être aller en Palestine mandataire avant. Et puis finalement, ça ne s'était pas fait. Et donc, ils espèrent aussi, on voit des gens qui voient les choses dans un temps assez court. Dans le temps court qui est le nôtre, on n'est pas dans la plus mauvaise situation. Et donc, eh bien, la famille va continuer comme cela. Alors, on va raconter la suite du parcours de Lemkin dans un instant, mais je pense que cet aspect vous a beaucoup intéressé, Anouche. Dans ce qu'il va lui advenir dorénavant, il y aura toujours le soin, le souci, l'obsession, le désespoir du sort de la famille laissée en Pologne. Oui, mais dans ce que vient de dire Annette, il y a toute cette question de du sujet, de l'acteur face à l'événement quand l'événement se produit et du choix qui doit être fait à ce moment-là. Et on voit bien Lemkin qui commence à dire il faut partir, voilà le danger. Il donne un certain nombre d'éléments pour convaincre les siens de partir, mais donc le boulanger. Et on voit aussi comment il n'est pas audible. Et c'est donc quand même le fil conducteur, un des fils conducteurs de cet ouvrage. C'est que faire d'un message et comment historiciser voilà, l'incompréhension du message qui est délivré en temps réel. Donc Annette éclaire les différentes modalités de cette incompréhension, mais ça passe aussi par le monde juif de ces régions polonaises occupées. Et là, on voit bien qu'il y a une résistance à ce message. Et donc, ça nous met face, nous les historiens, à cette question de l'individu face à l'événement, quand l'événement n'a pas encore totalement révélé voilà, sa nature et les choix qui sont faits à ce moment-là. Oui, mais lui sait qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, comme il s'était passé quelque chose d'extraordinaire en 1915. Mais réfugié, il a une énergie extraordinaire. Donc vous racontez dans le détail comment il arrive en Suède, comment en Suède, il va même apprendre le suédois, essayer d'enseigner en suédois, écrire en suédois, et puis alors il constitue de la documentation en faisant venir d'un peu partout, jusqu'à la bibliothèque de Stockholm, des décrets de la littérature grise nazie pour accumuler de la documentation, et avec des valises énormes, il réussit à atteindre l'Union soviétique, à la traverser en plusieurs mois, à passer par le Japon qui n'est pas encore en guerre, et à débarquer en Amérique avec ses valises. Soit Lemkin, Jan Karski. Alors lui, les Juifs, c'est un catholique polonais, étudiant en droit lui aussi. Oui, tout à fait. Mais il est tout jeune là pour le moment, lui. Oui. Beaucoup plus jeune parce qu'il est né en 14, il est né en 13. 13, oui, là. Donc il a 25 ans, quoi. Et lui va aussi montrer une forte obstination quand la Pologne est dépecée. Lui, c'est un homme qui avance toujours. Pour avancer, il est obligé de se dissimuler. Il va être obligé de se dissimuler immédiatement, puisque au moment où on découvre Karski, c'est un jeune étudiant qui a donc l'âge militaire. Et l'âge militaire en Pologne, ça veut dire être fait prisonnier par les soviétiques, puisqu'il est à l'Est. De façon assez bizarre, il est enrôlé dans un endroit qui s'appelle Oswiecim. Et donc, il est fait prisonnier comme l'essentiel de l'armée polonaise. Et c'est là qu'il se camoufle pour la première fois. Parce que lui, il veut absolument retourner en Pologne. Parce qu'il est persuadé qu'il peut résister. Que la Pologne doit résister. C'est un nationaliste fervent, grand bourgeois, beaucoup d'argent, il connaît plein de langues, comme Lemkin, mais pas pour les mêmes raisons. C'est parce qu'il a voyagé dans toute l'Europe comme jeune homme. Et il a la présence d'esprit qui est quand même incroyable quand on sait ce qui va arriver. Ils arrivent dans le camp de prisonniers, il est officier, bien sûr, jeune officier, et il se rend compte que les soviétiques ne vont pas aimer les officiers polonais. Il a tout à fait raison. Et il échange son uniforme avec un homme de troupe qui est tout content de prendre un uniforme d'officier parce qu'il pense qu'il sera mieux traité. Ce qui est tout à fait vrai dans un camp de prisonniers normal. Mais les soviétiques ne sont pas tout à fait normaux. Et donc, Karski quitte le camp d'officiers et il arrive à s'échapper, à être rapatrié immédiatement
il rentre dans la résistance. Je me demande s'il était resté. Alors, s'il était resté, évidemment, toutes les formes d'officiers, ce qui serait passé, c'est que, comme l'essentiel de l'armée polonaise, il aurait été regroupé à Katyn, où il aurait été assassiné. Je me suis demandé, quand j'écrivais le livre, si je ne mettais pas une note aux soldats inconnus qui étaient morts à la place de Karski. Et ensuite, il va se dissimuler aussi quand arrêté, torturé, il s'évade. J'imagine que c'est pas en portant une bannière au-dessus de sa tête. En 1942, il arrivera dissimulé aussi dans le ghetto de Varsovie. Et puis ensuite, à Izbica, une base des trains de la mort, où vous dites qu'il a sans doute, pour entrer, pris l'uniforme d'un auxiliaire ukrainien. C'est intéressant parce que résister, et je vois au moins un grand résistant qui dort là, au 4e rang, résister à cette époque, forcément dans les conditions épouvantables de la Pologne. Alors la Pologne désormais totalement nazie, bien sûr, après juin 41, c'est un travail clandestin absolu. C'est absolument évident. Et il est pris, il est torturé, mais comme il est déjà quelqu'un de relativement connu, il a fait un certain nombre d'actes de courage absolument inouïs, la résistance polonaise le sauve. Comme c'est arrivé dans toutes sortes de résistances. Mais donc, ce qu'il camoufle toujours, c'est ses bras, parce que pour ne pas parler, après une première séance de torture, il s'était ouvert les veines, et la résistance arrive à temps pour le sauver. Et donc, ce camouflage est celui-là. Le camouflage est celui du nom, bien sûr. Il ne s'appelle pas Jan Karski, il s'appelle Jan Kozalewski, et Jan Karski est son nom de résistant. Un de ses noms de résistant, mais c'est le nom de résistant avec lequel il entrera aux États-Unis. Et les Américains l'aiment beaucoup, en font un citoyen américain, mais veulent quelqu'un qui rentre sur un vrai nom. Et donc, comme Jan Karski était son nom d'entrée sur le territoire américain, ils lui ont interdit de reprendre son nom de Kozalewski. Donc, jusqu'à la fin de sa vie, sauf exception, tout à fait à la fin de sa vie, quand il devient citoyen honoraire de l'État d'Israël, il reprend le nom de Kozalewski dans un acte très, très violent. Et finalement, pardon d'avoir été un peu longue, son déguisement le plus extraordinaire, c'est quand la résistance juive, voyant qu'il va partir à Londres pour emmener des informations très importantes au gouvernement, d'une part en exil polonais, mais surtout directement au gouvernement britannique et à Churchill, à ce moment-là, il décide de lui faire connaître la réalité de l'extermination des Juifs. Ce n'est plus la guerre, c'est l'extermination. Et donc, il est obligé de se déguiser. Et il se déguise 2 fois, différemment, pour entrer dans le ghetto de Varsovie, qu'on a choisi pour la couverture du livre avec cette botte qui me paraît vraiment très impressionnante. Eh bien, il se déguise en juif. Et pour rentrer, on ne rentre pas à Izbica. Izbica, c'est juste un espèce de terrain vague où les Juifs attendent la mort avant d'être déplacés jusqu'à Belzec, et on en tue quelques-uns au passage à la chaux-vive parce que ça gagnera de la place dans l'embouteillage des chambres à gaz de Belzec. Et donc c'est ça qu'il voit. Et là, pour être là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire 2 choses. Il faut payer une somme d'argent extraordinaire. Et ça montre la corruption à tous les niveaux qu'on connaît bien, mais là on la voit précisément, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et à qui est payée cette somme d'argent ? À un garde ukrainien qui lui prête un uniforme de garde ukrainien. Donc il est déguisé, camouflé en garde ukrainien. Il est donc camouflé cette fois
non pas en victime avec l'étoile, il est camouflé en bourreau. Et c'est quelque chose dont il ne se remettra jamais. Alors lui, il documente ce que Lemkin, qu'on n'oublie pas, on va le retrouver dans un instant, continue d'élaborer maintenant qu'il est arrivé aux États-Unis. Il documente la différence qu'il y a entre la transformation des Polonais, il est polonais, en robot, et l'extermination, dont il commence à voir que c'est le principe, le but des nazis, des juifs. Juste un point qui nous fait un peu revenir en arrière, c'est pas le premier rapport Karski que celui qui raconte son passage au ghetto et son passage dans la base des trains de la mort. Il n'y a pas un rapport Karski. Il y a eu avant des rapports Karski où il s'intéressait déjà à la spécificité du traitement qu'on infligeait aux Juifs. Tout à fait. C'est le risque des grands films. Et je pense à Shoah, bien sûr, qui nous a fait à tous connaître Karski, et dont je parle dans la dernière partie du livre. Un film, forcément, est obligé de simplifier les choses. Et le parcours de Karski est beaucoup plus sophistiqué que celui que l'on voit dans Shoah. Et en particulier, dès le début, c'est-à-dire sa première mission, c'est une mission par rapport aux Juifs, à la situation des Juifs dès l'automne 1939 et le début de l'hiver 40. Vous voyez, pour voir la précocité des choses, pensez que la France est encore en drôle de guerre à ce moment-là. Et déjà, la situation des Juifs en Pologne est devenue intolérable. Et elle est devenue intolérable à cause des nazis, bien sûr, mais aussi, et c'est ce qu'il voit et qui le fait changer d'opinion, parce qu'il est d'une famille antisémite, c'est absolument évident, c'est subliminal dans ses écrits, mais ça se voit. Mais il se rend compte de quelque chose que Jan Gross a trouvé 60 ans après, c'est qu'il y a des voisins polonais. Et que ces voisins polonais, eh bien, ils sont plutôt contents, il le dit comme ça, noir sur blanc, plutôt contents de voir que les Juifs sont si mal traités. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que quand il passe dans la zone soviétique, il est très prudent, parce qu'il voit bien que les Juifs sont beaucoup mieux traités, il n'y a même pas de comparaison. Il y a bien sûr ceux qui, pour des raisons de classe, peuvent être considérés comme à mettre sur le côté. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux seront emmenés, condamnés au goulag. Mais l'essentiel des Juifs de l'Est de la Pologne, eh bien, sont des pauvres gens. Et donc, on ne leur fait rien. Et cela, ils le voient très bien. Et ça n'a pas du tout plu aux autorités du gouvernement polonais en exil. Et quand ils ont reçu ce rapport, ils lui ont fait écrire une deuxième version qui est beaucoup plus sympathique pour les Polonais, mais où passe quand même l'essentiel de ce que je viens de vous dire. Par la suite, quand en 1942, il se déplace avec ce qu'il a vu cette fois, les rapports que lui ont envoyés, que lui ont donnés ses camarades de résistance, plus ce qu'il a vu et ce que les Juifs du Bund lui ont fait passer dans le ghetto, plus ce qu'il a vu à Izbica, tout ça, il l'apporte à Londres. Et à Londres, il parle dans tous les sens, à plein de gens. C'est quelque chose qui est totalement devenu public dans Londres, à tel point qu'on se dit, ça va vraiment intéresser les Américains. C'est comme ça qu'ils se retrouvent aux États-Unis. Donc il n'y a pas un rapport Karski, il y a des dizaines de rapports Karski, mais souvent, il y dit les mêmes choses. Mais c'est intéressant de voir l'empilement de ce qu'il décide de dire à un certain moment, de ce qu'il décide de cacher, selon qu'il voit un homme politique, qu'il voit qu'il a des interlocuteurs résistants, qu'il a des interlocuteurs juifs, etc. etc. Et ça en fait un personnage extrêmement sympathique, extrêmement complexe. Et lui aussi, il a des rapports de famille, puisqu'il a un grand frère résistant aussi. Nous sommes maintenant en 1942, voire 43, puisque c'est au début de 43 que Karski est reçu par le président Roosevelt. Alors, on va, Anouche, essayer de voir ce qui se passe du côté allié, et que documente très bien, et de façon inédite, souvent le livre d'Annette Becker.
À Londres, vient-elle de nous dire, on savait. À tel point d'ailleurs que la radio de Londres, l'été 42, a parlé de ce qui se passait pour les juifs polonais, que Ringenblum, le mémorialiste du ghetto de Varsovie, en a été extrêmement réjoui. Aux États-Unis, Annette Becker répète, Roosevelt savait bien avant que Karski ne lui parle, mais il savait aussi d'autres choses dont il devait tenir compte pour la conduite de la guerre. Oui. Non, mais je suis encore dans les paroles précédentes, si vous permettez, d'Annette, et je voudrais dire à quel point, dans ce travail de compilation d'archives aussi auquel s'est livrée Annette à travers le monde, parce que je ne sais pas combien de fonds d'archives ont été étudiés, compulsés, il y a donc cette formidable généalogie des textes différents, des rapports déposés ici et là successivement par ces grands témoins, et donc notamment Karski, au-delà des mémoires de 1944 sur lesquelles nous allons tout à l'heure nous attarder. Et donc, c'est aussi ça nous dit aussi ce qu'est la posture d'un témoin, le statut d'un témoin, ce que c'est qu'être un témoin dans la guerre face à une multitude d'interlocuteurs. Et justement, il y a cette incarnation de la figure du témoin dans des contextes très précis, avec une analyse des éléments qui disparaissent parfois d'un rapport à l'autre. Et moi, il m'a semblé qu'il y avait toute une matière dans ce qu'a vu Karski, dans la finesse de cette analyse, qui était parfois complètement dilapidée également sur le savoir des Juifs, sur ce qu'il advient aux Juifs. Je sais pas ce que... Oui, mais le témoin face à ses interlocuteurs. Parce que de même, Lemkin, il est arrivé aux États-Unis, il fait des tournées de conférences, il parle tous azimuts, il a des contacts, il essaye au fond de convaincre ses interlocuteurs de la même chose que Karski. Et alors, les interlocuteurs, qu'est-ce que le livre d'Annette Becker vous a fait découvrir des positions diverses, rationnelles ou pas, des interlocuteurs en 42-43. D'abord, le froid calcul des Américains, des Britanniques, pour qui il faut d'abord gagner la guerre, éventuellement punir après les coupables, mais en aucun cas arrêter le crime. C'est quand même ce qui... Et il y a un aspect que moi, je n'avais pas du tout mesuré. Un lord anglais, Lord Selborne, c'est ça, quand Karski vient lui expliquer que c'est terrible, toutes ces atrocités, il lui dit, bon, c'est de la bonne propagande quand même qu'on a là entre les mains. Et de rappeler, nous sommes toujours dans le thème de la guerre de 30 ans, de la longue durée, et de rappeler la propagande, entre guillemets, sur les atrocités allemandes de l'invasion du nord de la France ou de la Belgique en 1914. C'est là que, pour ceux qui me connaissent bien et qui me croyaient une historienne de la Grande Guerre, c'est là que ça prend tout son sens. Bien évidemment, les deux guerres, dans ce cas, sont totalement liées. Il faut bien voir que les vraies atrocités pendant la Grande Guerre, vraies atrocités contre des civils dans les territoires occupés, c'est bien pour ça que j'ai parlé d'occupation tout à l'heure pour la Deuxième Guerre, puis les atrocités spécifiques contre les Juifs et les Allemands dans la Russie tsariste, qui se continue par les pogroms pendant et après la Révolution, et puis l'atrocité maximale qui est l'extermination des Arméniens. Tout ça, c'est mon héritage historique personnel, de même que c'était celui de Lemkin. Donc, quand je me suis mis dans les pas de Lemkin, je m'y suis mis par la Première Guerre mondiale. Et je me suis aperçue en lisant tous ces documents, et en lisant, alors là, Karski apparaît aussi, parce que les gens qui reçoivent Karski lui disent tous la même chose. Mais vous ne croyez pas que vous exagérez un peu beaucoup? Bien sûr, il se passe des choses terribles contre les Juifs, mais pendant la Première Guerre, on nous a aussi dit qu'on coupait les mains des enfants belges. Alors c'est vrai que les Belges ont souffert de l'occupation, mais de là à ce qu'on coupe les mains des enfants, c'était pas vrai. On est en train de nous refaire le coup. Et cela est quelque chose à quoi, personnellement, je ne m'attendais pas. Je m'attendais à l'oubli, je m'attendais à l'indifférence,
mais je ne m'attendais pas à cette construction historique du passé qui s'était révélé faux. Et cela, je crois, est un des apports de mon livre, mais je crois que c'est un des apports très importants à la réflexion, justement, sur le poids de l'histoire. La réflexion sur le poids de l'histoire, c'est pas tant la réflexion sur les faits que la réflexion sur la déformation des faits. Et pourquoi on croit plus et on voit plus, puisqu'on en était à voir, la déformation que la réalité. Pourquoi est-ce que le témoin a toujours une guerre de retard? On peut le dire comme cela. Et c'est ce que comprend très bien George Orwell, d'ailleurs, qui est cité à plusieurs reprises. Alors, je ne retrouve plus la citation, mais en disant, Annette, tu dois le connaître par cœur, non? Je ne sais plus. Excusez-nous, et puis en plus, on n'a pas les mêmes non, exemplaires. Ah Moi, bon j'ai un exemplaire non, de travail sans illustration, sans index. Sinon, je peux chercher là. Superbes éditeurs Orwell, 1438-55. Alors, pendant que vous cherchez ça, Si, quand si, même, mais je dois ce qui est à l'avoir sous la retenir, c'est ceux qui croient que l'expérience passée permet de transformer en bien l'avenir. Ils ont oublié que la dénégation constante pendant l'entre-deux-guerres des atrocités de 1914 avait préparé à ne pas croire à ce qui se passait en 1942. Bien sûr, tout à fait. En fait, pendant la Première Guerre mondiale, on a trop cru. Et donc, une fois que la guerre a été finie, eh bien, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Toutes les atrocités ont été jetées, les vraies et les fausses. Ça a été jeté pour très longtemps, puisque les réalités des atrocités allemandes de la Première Guerre mondiale, des atrocités russes un peu moins, et des atrocités arméniennes encore moins, bien sûr, eh bien, ça n'est revenu sur le devant de l'historiographie, pas dans les années 40, 50, non, dans les années 90. Donc ça montre combien, quand on veut jeter quelque chose de l'histoire, on y arrive très bien. Et que Selborne, le roi de la propagande, il est à la tête des services secrets britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale, et on connaît leur qualité, on sait ce qu'ils ont fait, puisse dire froidement à Karski, eh bien, bravo, continuez, vous faites de la magnifique propagande, c'est quand même en 1942, alors que tous les documents sont sur son bureau. C'est quand même absolument stupéfiant. Bon, c'est pas mal édité parce qu'on a fini par trouver. Puis il faut saluer la préscience d'Orwell. Orwell. Donc il dit offusqué, le pire n'est pas à propos des atrocités, les mensonges dont elles sont l'objet à des fins de propagande, le pire est qu'elles existent. Ces choses ont réellement eu lieu, voilà ce qu'il ne faut pas oublier. Et voilà ce qui était totalement oublié. Mais vous parlez, Anouche, de la froideur, de l'accueil d'un certain nombre de dirigeants ou de responsables de l'opinion. Il y avait des juifs dans l'entourage de Roosevelt qui disaient « Attendez, est-ce qu'il faut distinguer en ce moment précis le sort infligé aux juifs et le sort infligé aux autres ?» Oui, qui refusait effectivement de spécifier un destin singulier donc des juifs pour ne pas aller dans le sens de la politique des nazis. En effet, c'est ce que met très bien en évidence Annette. Dans cette... Il y a un aspect aussi que je n'avais pas saisi, c'était le déni de l'opinion publique. Alors des sondages, il y en a aux États-Unis qui fonctionnent démocratiquement. Les sondages sont très clairs. L'énorme majorité de la population ne veut pas croire à ce qui est déjà souvent dit par Lemkin dans ses conférences, et écrit par Lemkin et quantité d'autres, imprimés. Oui, c'est imprimé, et c'est dans tous les journaux. Et je dois dire que là, la recherche historique est beaucoup plus facile depuis qu'on a les moyens de faire des sondages sur les journaux depuis jour par jour. Parce qu'une historienne américaine assez célèbre, Dorothy Lipstadt, célèbre parce qu'elle s'est battue contre les négationnistes, avait fait sa thèse sur ce sujet, enfin, sur les journaux américains.
Mais à l'époque, eh bien, elle les avait regardés sur microfilm assez rapidement, je pense. Et du moment qu'on ne parlait pas de l'extermination des Juifs en première page, elle considérait qu'on n'en parlait pas. Or, maintenant, on peut lire le Washington Post jour par jour, heure par heure, ou le New York Times, ou n'importe quel journal au fin fond du Mississippi. Hein. Ce n'est pas seulement les grands journaux de la côte Est. Ils parlent de l'extermination des Juifs. Parce que les rapports, Karski puis bien d'autres par la suite, ou même avant, les organisations juives qui passent en permanence des rapports, soit ça passe par la Suisse, soit ça passe par la Palestine. En permanence, ça passe. Et donc, tout cela est publié dans la presse des pays libres que sont le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc, les gens le lisent, mais ça ne va pas jusqu'à leur cerveau pour montrer ce qui se passe réellement. Et aujourd'hui, la documentation est absolument accablante. Et il y a des sondages aussi. Alors, c'est Gallup, le roi du sondage. Et les gens n'y croient pas. D'où la fameuse formule de Kessler que tu rappelais tout à l'heure, qu'il a écrite dans un livre de fiction où il inscrit un des rapports Karski, qui s'appelle en français Croisade sans croix, qui ne veut rien dire, en anglais Arrival and Departure. Et dans ce livre, il raconte ce que lui avait raconté plus ou moins Karski. Mais il a très bien compris une chose, c'est que à l'intérieur du désastre qu'est l'Europe, de la déportation, des camps de concentration, il se passe quelque chose de spécial avec les Juifs. Et donc, pendant toute la guerre, il va continuer avec cela. Et dans ce livre, il dit pour la première fois, sous la plume de son personnage, qui est Karski dans le livre, enfin sous la parole de Karski, pardon, et la plume de Kessler, il dit un chien écrasé à côté de nous nous fait pitié. 1 million de Juifs meurent en Pologne et on n'y fait pas attention. Les statistiques ne saignent pas, c'est le détail qui compte. Donc l'opinion courante qui met en accusation Roosevelt devrait savoir que Roosevelt, à l'époque, tenait compte de l'opinion courante. Bien sûr. Est-ce que on peut maintenant dire où en arrive Lemkin, tournée de conférences, articles, l'impression de donner des coups de poing dans de la baudruche. Et il va en 1943 commencer la rédaction d'un grand livre qui ne paraîtra qu'en 1944 et dont un des chapitres est consacré au concept de génocide. Voilà. Dont Annette nous disait que c'était un monstre sémantique parce que c'est fabriqué à partir du latin et du grec. Voilà, c'est mais que je trouve une analyse aussi très très fine sur le fait que Lemkin se détache du terme allemand pour forger, prendre aux langues mortes, aux langues anciennes, les racines, les suffixes qu'il faut pour élaborer ce barbarisme, un mot monstrueux pour désigner un acte monstrueux et pour enfin le conceptualiser, en effet. Et, si je fais référence à un autre livre qu'il faut quand même citer, c'est celui de Philippe Sands, qui porte aussi en partie sur Lemkin. Il y a une photographie d'une page qu'il a repérée dans les archives de Columbia où il y a le mot génocide inscrit 10 ou 15 fois. Non, c'est aussi dans votre livre. Ben, excusez-moi, j'ai eu l'édition épreuve. Moi, j'ai pas les photos. C'est dans le livre de Sands ? C'est dans le livre de Sands aussi. Oui, mais moi, je l'ai pas vu dans le vôtre. Donc, vous l'avez repéré. Vous l'avez repéré l'un et l'autre. Donc, le mot génocide est biffé. Oui, mais c'est que les photos sont plus petites dans le livre de Sands, elles ne sont pas en couleur, tout ça. Non, le mot génocide, il est barré 15 fois et il essaye d'autres mots. Que c'est pas... Moi, j'ai lu l'édition anglaise. Hein. Oui, mais moi, j'ai l'édition française. Oui, alors c'est pas dans l'édition anglaise. De l'entre-soi. En tout cas, oui. Voilà. Bon, alors c'est étonnant, ce document. Alors, oui, Lemkin, à partir du moment où il invente le concept, il le cherche depuis 1933, on l'a vu tout à l'heure. Mais à partir du moment où il a l'illumination du concept, il en est totalement obsédé. Et jusqu'à la fin de sa vie, qui sera très courte parce qu'il ne se ménage pas, il vit dans des conditions épouvantables et donc il aura une crise cardiaque et il meurt en 1959, très, très jeune. À partir de là, tous les moyens sont bons pour faire passer
le concept de génocide dans le monde entier. Et finalement, il ne va pas si mal réussir, parce que entre 1943 et 1948, il n'y a pas tellement de temps. Et son obsession se voit absolument partout. Et j'aime beaucoup le livre de Sands, parce que Sands est un juriste, contrairement à moi. Donc je suis sûre que des juristes vont trouver des erreurs dans mon livre, bien que certains amis les relus très gentiment. Ça risque pas d'arriver dans le livre de Sands. Mais Sands est un... comment dire, il n'aime que les grands juristes. Et donc il a considéré que Lautenpart, parce qu'il est Attendez, il faut que vous expliquiez là. Il faut que vous expliquiez. Oui, mais je pensais que beaucoup de gens avaient lu le livre de Sands, parce que c'est un livre vraiment formidable. Moi, je savais pas qui était Lauterpacht. Donc ça, c'est un autre juriste. C'est un autre juriste qui vit aussi, qui est de Lvov, qui est polonais, qui vit aussi dans un pays anglo-saxon. Et il y a un débat des gens entre eux à la fin de la guerre, avant même la fin de la guerre, parce que Lemkin, il veut imposer l'idée de génocide, et l'autre qui trouve Lemkin un peu un amateur, quoi. Ouais, c'est le spécialiste du crime contre l'humanité. Incontrôlé, lui, il veut faire avancer l'idée de crime. Non, mais oui, mais il gagne, mais avant de gagner, il faut la confrontation. Alors expliquez la confrontation entre le mot de génocide qui se forge comme ça en 1943, apparaît clairement en 1944, résultat de la longue mendication et de l'élaboration depuis des années de Lemkin, et puis ce grand juriste qui travaille sur le crime sur très longtemps. Le devant du pavois, et puis qui est plus raisonnable que Lemkin. Il est un peu plus âgé que Lemkin et peut-être plus ambitieux du point de vue d'une carrière normale. Et donc, quand il quitte Lvov avec son doctorat en poche, c'est pas pour aller faire le joli corps à Varsovie. Lui, il va directement à Cambridge, Angleterre. Et donc là, il devient un juriste extrêmement reconnu. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est le concept en fait de crime contre l'humanité qu'il voit comme s'appliquant aux individus. Et c'est lui qui va l'emporter à Nuremberg, puisque à Nuremberg, c'est un procès contre des individus qui sont jugés responsables personnellement pour les crimes du nazisme. Et donc, leur différend vient du fait que Lemkin pense que lui, il faut voir les choses du point de vue du collectif, et voir les choses non pas du point de vue de l'individu victime ou de l'individu coupable, mais de l'individu appartenant à un groupe qui a été victimisé pendant la période de la guerre ou les périodes précédentes, puisqu'il pense immédiatement ce que les juristes en général n'acceptent pas. Les juristes turcs sont extrêmement forts pour vous expliquer ça en 2017, que un concept juridique ne peut pas être employé de façon rétrospective. Et donc, Lautenpart prend Lemkin comme tête de turc. Considère que... C'est le cas de le dire. Vous n'auriez pas osé l'écrire. Mais attendez, on a insensiblement glissé là à la période d'après-guerre, hein, et à la préparation de Nuremberg. Mais vous ne maintenez pas la suspension, là, Annette, parce que vous dites Lemkin a perdu, Lauterpacht a gagné. Non, ça a été une bataille d'influence entre les deux, parce que le Lemkin, il est malin comme un singe, alors il s'insinue dans l'entourage du procureur Jackson, le procureur américain du tribunal de Nuremberg. Il essaye de faire pression sur les Français, les Anglais, il s'inquiète de ce que pensent les Soviétiques. Jackson le met à l'écart, il prend la porte, il rentre par la fenêtre. Et quand même, dans l'acte d'accusation de Nuremberg, il y a 4 chefs d'accusation.
il n'y a pas le chef d'accusation de génocide, mais il y a le mot génocide qui se glisse quand même en note là, dans le 3e article. Et puis, mais on ne va pas devancer les choses, Lemkin, il va finir, mais ça c'est le suspense, par l'emporter peut-être en 48. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce stade, où Lemkin négocie, essaye de prendre langue avec les uns et les autres, on voit aussi que de toutes ces interactions, sa conceptualisation évolue. Et je trouve qu'au départ, au tout début, quand il tient son terme, son concept, j'ai trouvé néanmoins, d'après ces pages, d'après cette lecture, que c'était un concept à la fois très incisif et mou. On ne sait pas bien ce qu'il y met, et lui-même, il oscille entre différentes stratégies, alors qui est celle de vouloir montrer qu'un crime moderne doit être justement discerné par le droit international et dans un mot nouveau. Et puis en même temps, il fait appel à des crimes très anciens, il énumère toute la litanie des crimes barbares de l'humanité. Donc on a l'impression qu'il est entre plusieurs stratégies. Et du même coup, alors par moments, il oublie les Arméniens pendant longtemps, puis après, il y revient parce que ça sert aussi sa stratégie de déjudaïser le concept pour l'universaliser. Donc ça aussi, j'ai trouvé très intéressant comment c'est pas un concept comme ça qui arrive droit dans ses bottes et il évolue. Oui, mais enfin, c'est quand même inquiétant quand vous dites que c'est une chose molle. Mais c'est vrai, elle a raison. Un concept, on l'historifie. Donc, Kermach, il a raison en disant gare au concept de génocide. Il a absolument raison. Et d'ailleurs, il a tous les juristes avec lui. Il lui mène une vie terrible, à Lemkin. Au début, c'est d'ailleurs tellement bizarre, dans son premier livre, celui qui paraît donc en 44, mais il en a écrit la préface en 43, donc ça veut dire que le concept de génocide est déjà pensé un an auparavant. Il met sous le terme de génocide les Polonais, les Alsaciens. C'est-à-dire que tous ceux qui sont occupés et qui vivent des circonstances terribles pendant la Deuxième Guerre mondiale sont aussi victimes d'un génocide. Et là, c'est totalement mou. Anouch a parfaitement raison. Et c'est par la suite, justement, sous l'influence de gens très importants qu'il va rencontrer autour de Nuremberg, qui sont des militants juifs, comme le juriste, de nouveau, Robinson, qui disent « mais pour les juifs, il s'est passé quelque chose de spécial », et qui, eux, vont aimer le concept de génocide, mais veulent qu'il enlève ces Polonais, ces Alsaciens et ces Lituaniens. Ils n'en veulent pas. Ils ne veulent que des juifs. Et à ce moment-là, pour leur faire plaisir, et aussi parce qu'entre les deux, j'y tiens parce que c'est un aspect très important de mes recherches, j'ai suivi toute la famille Lemkin dans l'extermination ou dans la survie. Et à ce moment-là, ils découvrent les atrocités qu'ont vécues ses parents. Et à ce moment-là, il redevient beaucoup plus juif aussi. Alors on reviendra sur le thème l'échelle familiale qui vous est cher, Anouch. Mais moi je reviens à ce que vous disiez de l'intégration dans les génocides possibles de massacres antécédents. Il ne s'agit pas des Lituaniens, des Polonais, des Alsaciens de la Deuxième Guerre mondiale, mais dans le passé, dans un premier temps de sa recherche, il aurait presque dit que les Vendéens, c'était un génocide. Non, pas les Vendéens, mais les Huguenots. Les Huguenots. Ouais. Mais les Vendéens, ils ne sont jamais chez lui. Mais les Huguenots. Les Huguenots. Et vous avez d'autres exemples ? Je me souviens plus. Enfin, moi, ce qui m'avait frappé, c'est il y a les Albigeois aussi. Il repartait très très loin dans l'histoire, et donc là, je trouvais que on sent qu'il tient pas encore son concept. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vraiment quand il revient. Après, il revient à la Première Guerre, donc après 46, après avoir oublié longtemps, après avoir compris le tort que causait cette Première Guerre mondiale à la compréhension de la Seconde aussi. Enfin, il revient parce qu'il il fait une comparaison aussi des lois de l'occupation allemande durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et puis, c'est comme ça qu'en documentant, en faisant l'histoire comparée des deux guerres, il arrive petit à petit. Il revient aux Arméniens aussi. Alors, quand revient-il aux Arméniens ? Et pourquoi le seul terme de comparaison possible avec les Juifs de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Arméniens de la Première ? Puisque, au départ, c'est un peu bouilli, si je comprends bien. Oui, tout à fait. S'il y revient en 1946. Très nettement, c'est son expérience de Nuremberg, et on peut dire sa catastrophe de Nuremberg, parce que vu de son côté, il a échoué à Nuremberg, puisque le mot de génocide a été prononcé,
Mais il a été prononcé plus de fois. Il a été prononcé un certain nombre de fois. Il est vrai aussi qu'on a beaucoup plus parlé des Juifs à Nuremberg et que les Juifs ont beaucoup plus parlé à Nuremberg qu'on l'a dit pendant très longtemps. Donc tout cela fait qu'il va se ressaisir de nouveau et venir sur des exemples d'extermination de peuples. Et moins sur des gros massacres comme celui des Albigeois, par exemple. C'est intéressant. Alors évidemment, il y a une cause religieuse. Et donc, il a un groupe formé de religieux. Mais il y a de ce genre de massacre, il y en a énormément dans l'histoire, mais il n'en démordra pas, il y reviendra jusqu'à la fin de sa vie. Mais je crois qu'il est sauvé 2 fois. Il est sauvé par les Juifs à Nuremberg et il est sauvé par quelqu'un qui est cher au cœur d'Anouch, qui est Missakian. Et justement, donc avant que Lemkin ne revienne ne revienne aux Arméniens en 1946, vous connaissez tous Missakian. Les Arméniens ont déjà entendu, se sont déjà emparés du concept de génocide. Et c'est effectivement, donc Missakian, c'est un réfugié arménien, donc il s'est exilé en France après le génocide, après la Première Guerre mondiale, parce qu'il est détenu dans les prisons turques et torturé jusqu'en 1918. C'était un militant, un écrivain, un journaliste, résistant, qui parvient à échapper à la grande rafle du 24 avril 1915 qui a eu lieu contre les élites arméniennes de Constantinople. Il se cache et là il a ce parcours de résistant qui peut évoquer la figure de Karski dans la mesure où il fait tout pour collecter les informations qui parviennent dans l'ombre, dans la clandestinité. Il fait des rapports au jour le jour, il tient un journal et il envoie des informations codées en Bulgarie, donc pour essayer d'alerter sur ce qu'il se passe donc à l'intérieur de l'Empire ottoman et dans les provinces orientales. Et il finit par il tombe dans un piège, il est arrêté, torturé lui aussi. Lui aussi essaye de se suicider pour échapper à la torture et ne pas parler. Et puis, finalement, il va être relâché. Et donc, cet homme qui s'est réfugié en France dans les années 20 fonde un journal, Harac, qui est vraiment le grand journal de la diaspora arménienne à travers le monde. Et en 1945, dès le mois de décembre, l'éditorial du journal, en pleine page, c'est un journal en arménien, mais vous avez un mot qui surnage en français, c'est justement le mot de génocide. Et là, dans cet éditorial, il se livre à véritablement une exégèse de ce terme qu'il traduit et qu'il commente pour ses compatriotes, terme à terme. Enfin, il en donne toute la portée pour expliquer à ses contemporains qu'un mot nouveau a été forgé par le professeur Lemkin. Et donc, de lui-même, il revient à ce que les Arméniens ont vécu et il trace la comparaison. Et il dit, mais voilà le mot qui nous avait manqué. Alors, tu le cites dans l'ouvrage. J'avais également prévu... de lire une citation, il faut qu'on regarde l'index. Où a commencé le génocide des temps modernes. C'est ça qu'il dit. Et il dit, mais où étaient les juristes il y a 30 ans? Où étaient... il dit, mais voilà le mot qu'il a manqué. 203. Je vous conseille la lecture des œuvres de Missakian qui ne sont pas très longues, qui ont été publiées l'année dernière par sa notamment, fille, et c'est vraiment remarquable. Le texte qui s'appelle « Face à l'innommable ». Donc il y avait chez Missakian cette frustration de ne pas posséder le mot permettant de nommer. Donc c'est bien pour cela Et là, il fait songer aussi à Lemkin, parce que pour moi, c'était une figure, Missakian, à la jonction de ces 2 figures, Lemkin-Karski. Il y a le résistant, le combattant, celui qui paye de sa personne, qui traverse la torture. Puis il y a aussi l'intellectuel qui est à la recherche et qui comprend tout de suite la portée de ce terme. Et c'est un électrochoc véritablement dans sa conscience. Et ça va l'être à long terme pour les Arméniens qui vont s'emparer de ce terme également pour... Donc si je comprends bien, heureusement qu'il y a le pilier Missakian, parce qu'autrement, l'édifice avec des pilotis multiples de Lemkin était un peu fragile. Et il y a une autre critique qui se fait jour dans ces années d'immédiate après-guerre. Cette idée de génocide, c'est impossible de l'imposer. Ça provoquera
chez ceux qui en sont accusés, une réaction de sensibilité qui ira jusqu'à à tous les membres de la communauté nationale, dont certains responsables sont mis en cause. Ça va dresser les communautés les unes contre les autres. Ça ne pourra pas s'établir. Oui, tout à fait. Et les exemples qui sont pris par les juristes sont intéressants. L'exemple des Tchèques, par exemple. On dit, mais alors, il y a eu le génocide des Juifs de Tchécoslovaquie, mais maintenant, on va expulser tous les Allemands de Tchécoslovaquie. Est-ce que ce n'est pas de nouveau un génocide? Et là, on voit bien que le fait que les choses ne soient pas assez fermes dans ces années 40, 45, 47, donne vraiment du grain à moudre. Et puis, de l'autre côté, il y en a d'autres qui disent « et moi ». Et j'ai trouvé très, très intéressant toute la correspondance de Lemkin avec un certain nombre de Noirs américains, d'Africains américains, de niggers, comme on disait à l'époque, qui disent on est aux États-Unis, vous êtes devenus citoyens américains, et vous parlez des monstruosités qui se sont passées en Europe. Et votre concept de génocide, on ne peut pas l'appliquer à nous avec ce qu'on a vécu à travers l'esclavage et ce qu'on vit aujourd'hui. Rappelons-nous qu'on est encore en pleine ségrégation, bien sûr. Et donc... Et parallèlement, s'il y a des oppositions à l'extension, à l'arrivée du mot génocide, c'est parce que il y a des sénateurs du Sud américain qui disent attendez, il ne faudrait pas que ça s'applique en effet aux Noirs d'Amérique. Ou alors il y a des hommes politiques anglais qui disent mais attendez, il ne faudrait pas qu'on cherche des poux dans la tête en Afrique. On est en plein début de la décolonisation. Et évidemment, les Britanniques, les Français, n'en parlons pas, sont très très sceptiques. C'est-à-dire que le débat qu'on connaît aujourd'hui, il existe déjà en 46-47. Bien sûr. Il existe pratiquement identique. Ça continue avec des thèses de double génocide qu'on connaît si bien pour le Rwanda et pas seulement. Il y a l'Ukraine aussi. Donc on a vraiment des choses qui sont très 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 proches. Et ça a aussi été une de mes découvertes. C'est de voir que finalement la Deuxième Guerre mondiale, d'une certaine façon, se banaliser à travers cette étude, se banaliser de façon terrible, évidemment. Hein. Et pourtant, en 1948, alors on arrive en 48 maintenant, le mot s'inscrit dans une convention des Nations Unies. Alors ça, c'est la réussite de Lemkin, et c'est pour cela que le concept mou, il avait quand même de la force. Et grâce aux Arméniens, mais pas seulement. Parce qu'en réalité, la découverte de Missakian, que l'on connaît très bien aujourd'hui, évidemment, ça n'a pas dépassé un tout petit cercle. Hein, et ce n'est pas ça qui a permis à Lemkin de l'emporter en 1948. Cela va de soi. Il a fait un lobbying extraordinaire. Alors, il avait les Juifs de son côté, cela va sans dire. Mais il lui fallait bien d'autres pour gagner un vote de l'ONU. Et l'intelligence de son lobbying, elle était de passer par le christianisme. Et c'est là qu'il est repassé par les Arméniens. J'ai trouvé des lettres en particulier, il écrit à tout le monde, les presbytériens, et il y a une lettre assez vraiment très émouvant de voir qu'il trouve ça comme argument. Il écrit au mois d'août. Et au mois d'août à New York, vous savez bien qu'il fait très chaud. Et alors il dit, mais c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Je suis désolé de vous écrire maintenant, mais la chaleur des fours de Darao, et l'emploi de Darao, et pas Birkenau, c'est intéressant aussi. La chaleur des fours de Darao et celle du désert d'Alep en 1915 était bien pire que ce qui se passe à New York. Donc il les met comme ça sur la piste des atrocités qu'ils auraient pu vivre avec le climat de New York en août 46 ou 47. Cette espèce d'obsession lui fait trouver des arguments. Il y a des gens qui n'en peuvent plus et qui ont envie de le jeter par la fenêtre, et d'autres qui se disent finalement il a raison. Il y a bien quelque chose qui se passe. Il y a bien des peuples
Et là, ce qui vient de se passer, eh bien, c'est pour les Juifs, il faut bien le reconnaître, il y a bien des peuples qui souffrent plus à un certain moment parce qu'ils sont peuples. Et donc, finalement, ce qui était un peu mou et qui pouvait bouger, eh bien, à la fin, après, après Nuremberg, devient évident qu'il y a quelque chose de plus dans ce que Lemkin veut appeler génocide que dans ce qu'on a appelé crime contre l'humanité. Et on passe du mou au dur à ce moment-là, si je peux m'exprimer ainsi. C'est vraiment tu es d'accord? Oui, c'est la cristallisation véritable du concept juridique, et qui à la fois, il y a un moment comme ça de cristallisation, qui est le moment Lemkin, mais qui se trame sur une longue durée, parce qu'il y a un certain nombre de choses dont on voit les prémices au sortir de la Grande Guerre, avec la conférence de la paix. Il y avait cette commission des 15, déjà, qui avait commencé à réfléchir sur la nécessité de réélaborer un nouvel ordre juridique international. Et donc ça avorte, ça n'aboutit pas à l'issue de la Première Guerre mondiale. Et pourtant, c'est bien en pensant déjà aux crimes perpétrés par les jeunes Turcs que ça a émergé. Et donc on voit que toute cette histoire, tout ce qu'il a fallu comme volonté politique et comme moment historique particulier pour que cette pensée de longue durée trouve enfin un homme et une situation qui s'incarne. Avec un rôle des individus que vous mettez tout à fait en avant. Alors on peut peut-être terminer sur ce thème. Lemkin à l'échelle familiale. Parce que pendant qu'il mène ce combat, c'est un garçon énergique, hein, il ne se laissait pas aller malgré la tension artérielle. Pendant qu'il mène ce combat, il cherche à savoir où sont les siens. Et c'est aussi une des forces je trouve, de cet ouvrage, c'est à la fois un livre d'histoire des idées, des concepts du droit, mais aussi qui est très incarné à travers l'histoire des protagonistes et de leur famille. Donc on est constamment dans cette double dimension d'un combat. On passe du concept du combat pour les idées, pour le témoignage, pour le sens de l'histoire, au destin effectivement des familles. Et quel fut le destin de sa famille? Bien, je crois savoir que sur une parentèle élargie de 50 membres, il n'y a qu'un seul, aussi peu. Il y a lui comme survivant, et il y a son frère Elias qui s'est réfugié en Union soviétique et où il a survécu. Ensuite, il a été 4 ans avec sa famille dans un camp de personnes déplacées. Ils étaient tout proches l'un de l'autre parce qu'il était dans un camp de personnes déplacées à côté de Munich. Et donc, c'est pas très loin de Nuremberg. Et ils ne se sont pas retrouvés. Il y a d'ailleurs, c'est là, à mon avis, une des bizarreries de Lemkin, parce que je ne peux pas croire qu'il n'ait pas reçu cette lettre. J'ai retrouvé dans les archives qu'on voit ici, closed, c'est le dossier Lemkin fermé, celui de Raphaël, mais celui d'Elias, il est jamais fermé. Et il s'agit des archives de l'International Tracing Service, qui sont les archives de la Croix-Rouge, où, après la guerre, toutes les archives des camps, toutes les archives des personnes déplacées ont été déposées. Jusqu'à il y a 5 ou 6 ans, on ne pouvait pas les consulter ou dans une très grande complication. Et maintenant, c'est tout mis sur Internet, et c'est très facile de les... Enfin, c'est difficile de les consulter, mais il y a des archivistes formidables qui vous aident. Et dans ces archives, il y a une lettre absolument incroyable d'un journaliste américain qui se trouve à Moscou et qui rencontre Elias Lemkin. Et Elias Lemkin lui dit « Il me semble que j'ai vu une photographie de Nuremberg où j'ai vu mon frère. » Et le journaliste envoie une lettre à Lemkin, mais il passe par la Croix-Rouge. Alors, est-ce que cette lettre est arrivée ou pas? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, alors qu'ils avaient tout pour se retrouver 2 fois, ils ne se sont jamais retrouvés. Et Elias Lemkin a fini par émigrer au Canada. Et le temps qu'il arrive au Canada, son frère à New York était mort. Bon, il était très bizarre, hein, Lemkin. Parce oui, que, c'est vrai. On dit qu'il était tout seul dans son studio. Vous vous dites qu'on a parlé de lui pour le prix Nobel de la paix. Oui, il est mort avec très peu de monde à son enterrement, c'est pas sûr, en 59. Et puis il y a une autre bizarrerie.
Il est toujours resté célibataire, on ne lui connaît aucune liaison féminine. Et dans le livre de Sands, je ne sais pas où il a trouvé ça, je n'ai pas vérifié, il paraît que l'année où il va mourir, il arrive devant un banc dans un jardin public américain. Oui, j'ai rencontré, je la connais, la dame en question. Et il leur dit, vous savez, moi je parle 36 langues et je peux vous dire je vous aime dans toutes les langues, dit-il aux jeunes filles. Oui, je la connais, je l'ai rencontrée à New York. C'est une dame absolument charmante, c'est une artiste. Et elle raconte en effet qu'elle a rencontré Lemkin comme ça et qu'il était très entreprenant. Par la parole, parce que c'est tout. Mais le seul témoignage est celui de cette dame, et sans rencontrer la même dame que moi, comme quoi tous les historiens font bien leur travail. Et Karski, il s'occupe plus des Juifs après la guerre. Il a son sillon qu'il retrouve. Alors, Karski... Je parle de l'immédiate après-guerre. Dans l'immédiate après-guerre, il ne pense qu'à une chose, à... se refaire une vie, et à se refaire une vie comme Américain, puisqu'il sait très bien qu'il ne pourra plus jamais retourner en Pologne. C'est absolument exclu. N'oubliez pas que des gens comme Karski, des très grands résistants au service de la Pologne, mais qui n'étaient pas des résistants communistes, ont été exécutés quand ils sont rentrés en Pologne. Il le savait très bien. Il n'a jamais quitté les États-Unis pour aller en Pologne, sauf une fois, d'ailleurs, mais il était américain depuis très longtemps. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis, très logiquement, au service de la CIA. Et, il avait un surnom. Ah ben ça, c'était ses étudiants qui l'appelaient McCarski. Il était d'un anticommunisme féroce, et on peut comprendre pourquoi. Mais ça m'étonnerait, connaissant le personnage, qu'il n'ait jamais trahi qui que ce soit. En revanche, il faisait des conférences à travers le monde de propagande anti-soviétique. Mais en même temps, quand il devait parler de la Seconde Guerre mondiale, et c'est assez bizarre, il n'en parlait presque jamais, mais si on lui demandait d'en parler, il disait qu'il avait été courrier. Et il disait qu'il avait vu le ghetto de Varsovie. Et il disait qu'il avait vu Belzec, ce qui était faux, parce qu'il avait vu Izbika. Et il le savait très bien d'ailleurs. Lanzmann aussi. C'est quand même bizarre que dans le film Shoah, ça s'appelle Belzec, alors que c'était bien Izbika. Et c'est Elie Wiesel qui l'a retrouvé. Elie Wiesel l'a retrouvé. Et... il l'a amené dans une conférence de survivants à Washington, où il a parlé pour la première fois de façon si extraordinaire que tout le monde s'est précipité sur lui. Et puis, Elie Wiesel, entre deux, avait donné son nom à Lanzmann, qui en avait fait le personnage lanzmannisé, si je peux me permettre, de Shoah, mais dans laquelle... il n'avait choisi qu'un morceau. Il n'avait choisi que le ghetto. Et donc, les roches sont déposées à l'Holocaust Museum de Washington. Et sur ce, c'est comme ça que je suis venue à Karski. Je travaillais sur Lemkin depuis longtemps, et est sorti le roman de Yannick Enel, Yann Karski, roman. Et un de mes collègues et amis, Philippe Ménard, m'a dit « Mais puisque tu travailles sur Lemkin, regarde ce que dit Enel ». Et en effet, il avait tout à fait raison. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de croiser ces deux parcours, ce qui fait que le dernier chapitre est un chapitre sur les deux hommes en littérature et les deux hommes dans le cinéma. Et je dois dire, je le redis publiquement, que Enel avait parfaitement raison, que ce qu'il met dans la bouche de Karski dans son livre, sans avoir lu toutes les archives que j'ai lues, par moments, c'est mot pour mot ce qu'ils disent, l'un et l'autre. Et c'est à vous désespérer d'être historien. C'est assez désespérant. Oui, pourquoi un jeune écrivain a compris cela. Mais ça ne répond pas à la question que Anouche reposait encore tout à l'heure. C'est
on savait et on n'a pas arrêté le crime. Mais si on avait voulu arrêter le crime, et ça c'est la question que pose Lanzmann, et il a raison, si on avait voulu arrêter le crime, comment on aurait fait pour arrêter le crime? Et je crois que malheureusement, je n'ai pas encore la réponse dans ce livre. Et l'autre question, c'est le génocide est-il un instrument pour prévenir? Oui, alors ça c'est la dernière partie du travail de Lemkin et la conclusion de mon livre. Lemkin, entre les années 49-50 et sa mort en 59, s'est mis à écrire une encyclopédie des génocides. Et les génocides au pluriel, et ça allait par ordre alphabétique, ça finissait par T, la Tasmanie, je ne me rappelle plus ce qui était le A, peut-être les Albigeois justement. Donc il mélangeait tout à la surface du globe et dans toute l'histoire, donc il revenait au mou, si je peux me permettre de te réemprunter ton concept, et en même temps, chacun était étudié, alors il n'a pas eu le temps de finir, mais de façon absolument incroyable, en montrant ce qui se passe avant, pendant et après. Et avec des aspects anthropologiques, historiques, sociologiques, mais aussi psychologiques, très passionnants. Il parle en particulier des cicatrices du génocide, et il dit quelque chose, je crois qu'il n'y a pas grand monde dans la salle qui sera en désaccord avec moi, qu'on ne sort jamais d'un génocide. Et c'est pour cela que j'ai fini le livre au Rwanda, parce que j'ai vu de mes yeux avec Hélène, avec Anouche, que les Tutsis du Rwanda, ils sont loin d'être sortis du génocide, mais on le sait aussi, bien sûr, pour les Juifs et pour les Arméniens. Merci à vous. Je crois que le mémorial ne fermera pas avant que vous n'ayez, Annette, dédicacé nombre de messagers du désastre. Et puis, je rappelle le titre du livre d'Anouche Kunt, L'exil arménien, c'est chez Belin.